Et c'est l'heure du grand dossier sur LCI jusqu'à 18h. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Au programme aujourd'hui, bijoux volés au Louvre. Le casse du siècle, oui, après le cambriolage spectaculaire survenu hier dans le musée le plus visité au monde. Beaucoup de questions encore, des zones d'ombre. Où en est exactement l'enquête? Les failles de la sécurité, pas assez de caméras de surveillance. Qui est responsable? Est-ce l'État? Que vont devenir les bijoux s'ils restent dans la nature? On va essayer d'y répondre pendant ce débat. Mais tout d'abord, écoutez le garde des Sceaux, le ministre de la Justice ce matin, Gérald Darmanin. Et je comprends tout à fait l'émotion que cela suscite. Et par ailleurs, quand il arrive ce genre de choses qui touchent à l'image de la France, nous devons regarder les choses en face et se dire qu'en effet, nous pouvons encore améliorer le travail, notamment des services de police et le travail, me semble-t-il, de protection de nos œuvres d'art. Quand il se passe ce genre de choses, c'est qu'on a un problème. Voilà, donc on va résoudre ce problème, malgré l'investissement qu'y met la ministre de la Culture, malgré le travail très important qu'a fait Laurent Nunez quand il était préfet de police. Je peux en porter témoignage. Il y a manifestement encore beaucoup à faire pour sécuriser nos musées. Et pour tout comprendre, Guillaume Roquette, directeur de la rédaction du Figaro. Bonjour Guillaume, bienvenue. Valérie Nataf nous a rejoint, éditorialiste politique à LCI. Renaud Pilat, éditorialiste aussi politique à LCI. Bonjour à tous les deux. Guillaume Chiez, indispensable, chef du service police-justice TF1 LCI. Et Sofiane Aboubaker, président de l'Union des métiers de la sécurité. Bonjour et merci d'être avec nous. Alors on va d'abord aller au Louvre directement pour voir ce qu'il s'y passe. Plus de 24 heures après ce cambriolage. Sur place, Emma Chala et Alexis Tessier. Le musée reste fermé toute la journée pour la deuxième journée consécutive. Tout à fait, et cela c'est à la plus grande déception des touristes qui viennent parfois du monde entier pour tenter de rentrer dans ce musée qui est donc clôturé au public. Je suis justement avec certains d'entre eux, avec Cédric et ses enfants. Bonjour Cédric, vous m'avez dit que vous venez de Haute-Loire pour venir ici au Louvre et ce n'est pas possible de rentrer aujourd'hui. Oui, effectivement, c'était l'occasion d'un week-end à Paris et aujourd'hui c'était prévu pour le Louvre parce que Armand notamment voulait voir la Joconde et on est venu voir sur site, mais effectivement ce ne sera pas possible. Merci beaucoup à tous les trois. Donc une déception pour la plupart de ces touristes qui devront donc attendre peut-être plusieurs jours pour entrer à l'intérieur du Louvre puisque pour l'instant nous n'avons pas d'informations quant à la date de réouverture du musée le plus visité au monde. Voilà, merci beaucoup Emma Chala, parce qu'effectivement le mardi, normalement, le musée est fermé. Au plus tôt, il devrait donc rouvrir mercredi. Juste un petit mot, Guillaume Roquette, je le sais, vous êtes un amoureux du patrimoine. Quand vous voyez cette cour du Louvre avec la pyramide totalement vide après ce qui vient de se passer, quand vous avez aussi appris l'information hier matin, j'imagine que vous y dites quoi? Pas possible, effarant ce qui vient de se passer. Oui, je pense que comme un très grand nombre de Français, j'ai été en colère. En colère en me disant mais comment est-il possible que des bijoux d'une telle valeur puissent être aussi facilement volables. Il me semble que c'est malheureusement comme une espèce de parabole de ce qu'est devenu notre État, c'est-à-dire une puissance publique qui est incapable d'assurer sa mission convenablement. Et je dois dire que j'ai eu une nouvelle colère en regardant ce matin le papier fait par un confrère du Figaro qui, comme votre reporter, est allé devant le Louvre, et les gens disaient, je ne comprends pas, j'ai réservé mon billet par mail, et personne ne nous a dit que le Louvre était fermé aujourd'hui. Je veux dire, il y a une impréparation, je n'ose pas dire une incompétence, mais il y a un vrai problème. Et peut-être que le moment n'est pas de demander des responsables, de demander des démissions, mais il y a un jour où cette question devra se poser. Mais vous avez raison, la question de la responsabilité, elle peut se poser dès maintenant. On y reviendra. Avant de faire un point sur l'enquête avec vous, Guillaume Chiez, Sofiane Aboubaker, je vous invite à me rejoindre ici au grand écran du grand dossier. Justement, avant que, et je vais vous inviter à vous mettre juste ici, avant que Guillaume nous fasse, je dirais, un point sur où en sont les enquêteurs, on va refaire le film à partir de hier matin. Donc là, vous le voyez, nous sommes au niveau du Louvre, vous avez cette carte de Paris, on va arriver à zoomer pour nous présenter où se trouve, le musée du Louvre, le voici, et cette fameuse aile où va se trouver la galerie Apollon, il est 9h30. À partir du moment où la nacelle va être installée, où ils vont pouvoir pénétrer à l'intérieur. Alors, il est 9h30, effectivement, où la nacelle arrive. On le voit très bien, ils arrivent par ici, ils se positionnent. La nacelle est stabilisée, ça prend déjà quelques minutes. Les malfaiteurs montent au premier étage et, à l'aide de cette disqueuse,
vont effectivement, on le voit sur les images, découper cette vitre, qui est une vitre qui vraisemblablement n'a pas été suffisamment sécurisée. À partir de là, ils vont pénétrer dans la galerie. La galerie Apollon, où se trouvent plusieurs collections, et notamment les fameux bijoux qu'ils vont essayer et qui vont voler. Là, c'est une image, une vidéo amateur. Donc, quelqu'un qui filme avec son portable, notre téléphone portable, montrant ce qui est en train de se passer. Et puisque cette scène est tellement surréaliste qu'effectivement, les visiteurs du Louvre l'ont filmé. Et à partir de ce moment-là, les bijoux sont dérobés, ils repassent par l'issue. Ils devaient a priori incendier pour naturellement éviter toutes les traces possibles et laisser le moins d'indices possible aux enquêteurs. Ils sont vraisemblablement découragés ou en tout cas perturbés dans cette action et ils partent avec l'aide de complices sur des scooters T-Max. Et ils font tomber notamment la couronne de génie. Ils vont laisser la nacelle sur place qui se trouve donc quai François Mitterrand. Merci beaucoup Sofiane, je vous invite à rejoindre votre place. Et là, c'est vous qui allez intervenir Guillaume. Et quand je vous disais que vous étiez indispensable, c'est à ce moment-là pour faire le point sur l'enquête. Où en sont exactement? Là, ce soir, il est bientôt 17h sur cette enquête et quel est le travail qu'ils font en ce moment? Alors là, les enquêteurs, et notamment les enquêteurs de la BRB, la Brigade de répression du banditisme, sont à pied d'œuvre depuis hier 9h30. Et ils ont entre leurs mains beaucoup d'éléments très intéressants. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les malfaiteurs sont partis en fait dans la précipitation. Une alarme Ramsès, l'alarme qui relie le musée du Louvre au ministère de l'Intérieur, a été déclenchée à 9h37. Et à 9h38, ils sont déjà sur les deux scooters en train de partir. Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu le temps d'effacer toutes leurs traces. Ils n'ont pas eu le temps de récupérer tout leur matériel. Dans la salle, on retrouve 2 disqueuses, un chalumeau, des gants, un talkie-walkie. À l'extérieur, il y a un bidon d'essence qui devait servir à mettre le feu à ce camion nacelle qui leur a permis de monter au premier étage. Ils n'ont pas eu le temps de le faire. Ils sont partis dans la précipitation. Vous l'avez dit, ils font tomber un bijou, une couronne dans leur fuite, et ils perdent aussi un des gilets jaunes dont ils se servaient pour se faire passer pour des ouvriers. Tout ça, c'est extrêmement intéressant pour la BRB parce que ça va être le début de leur travail, le prélèvement ADN sur chacun de ces éléments, parce qu'on ne peut pas ne pas imaginer qu'il n'y a pas eu une erreur à un moment de commise, qu'il n'y ait pas eu un contact direct avec les mains, qu'il n'y ait pas eu de la transpiration, un cil qui soit tombé. Voilà, tout ça, ça va être minutieusement recherché, et c'est en train d'être minutieusement recherché par les enquêteurs. Vous déploriez tout à l'heure que le musée du Louvre soit fermé aujourd'hui, mais c'est pour une bonne raison, c'est qu'il faut entendre tout le monde, c'est parce qu'il faut aller extrêmement vite, parce que dans les heures qui viennent, là, on peut imaginer que les bijoux peuvent être démontés, partir à l'étranger, ou peut-être déjà entre les mains d'une personne qui serait le commanditaire, un riche collectionneur commanditaire de ce casse. Donc il faut aller extrêmement vite, et c'est pour ça que les centaines d'employés du Louvre sont actuellement entendus par les enquêteurs de la BRB. Des trésors envolés en 8 minutes chrono. Renaud Pilat, on peut se dire au Louvre, ça arrive au Louvre quand on compare peut-être avec ce qui se passe dans des pays étrangers, dans des musées étrangers. Est-ce que c'est quelque chose, je sais que vous suivez, vous feuilletez beaucoup la presse internationale, est-ce que c'est rare? Est-ce que c'est fréquent chez d'autres pays, chez nos voisins par exemple européens? Et quand on voit ce qui arrive, oui, effectivement, chez nous, à 9h30 du matin, un dimanche, voilà, presque on entre dans un moulin. Oui, il y a eu d'autres cas à l'étranger de vols comme ça dans des musées, mais ce qui frappe et ce qui consterne à la fois les Français et le monde entier, puisque je lisais ce matin un journaliste, un des plus grands journalistes spécialistes du monde de l'art dans le New York Times, qui titrait effectivement que les bijoux impériaux étaient finalement libres d'accès à Paris, et il était extrêmement sévère. Pourquoi? Parce que, et là c'est une réflexion personnelle, j'ai 2 points. Réflexion de bon sens. Ce matin, Gérald Darmanin parlait de bon sens. Ouais. Premièrement, la vidéosurveillance. Plutôt que de parler du nombre d'emplois à l'intérieur du musée, de gardiens à l'intérieur du musée, de pièces ou musées où il y a 1/3, voire 3/4 des salles qui ne sont pas équipées de caméras, certes, mais il me semble que le bon sens... Pourquoi depuis des années, il n'y a pas 4, 5, 6 caméras de vidéosurveillance le long de la façade, la façade du quai François Mitterrand? Parce que c'est pas possible. C'est un monument historique, c'est très compliqué. Oui, non, mais attendez, Valérie, à partir du moment où vous avez une des plus grandes collections françaises de bijoux de la couronne impériale, il me semble qu'en 2025,
on peut outrepasser les architectes des bâtiments de France pour, sur la façade, mettre plusieurs caméras de vidéosurveillance. Il y en a une, installée par la préfecture de police de Paris. La compétence est de la mairie de Paris. Mais ça semble b.a.-ba. Aujourd'hui, une caméra de police peut savoir si vous mangez un sandwich dans une voiture à 300 mètres. On ne peut pas mettre des caméras de vidéosurveillance, ça me semble l'urgence absolue. Bon courage aussi avec les monuments. Mais non, mais attendez, mais non. L'État fait. Et après, Guillaume, pardon. Non, mais je comprends votre indignation, mais il se trouve que le Louvre est un monument historique et qu'à chaque fois que vous touchez à une fenêtre, à un garde-corps, à une cheminée, il faut l'accord. Il y a toute une procédure des monuments historiques. Vous pouvez le regretter, mais il se trouve que c'est le cas, c'est la norme. J'imagine qu'on va avoir droit à quelque chose sur le fait qu'il y a trop de normes. Peut-être, mais en l'occurrence, le Louvre, c'est un monument historique. Donc, il y a d'autres bâtiments partout dans le monde qui sont... C'est pas le MoMA, c'est pas la même chose qu'à New York. On est dans un bâtiment extrêmement ancien et donc qui relève des monuments historiques. Donc, on peut se dire qu'il y a d'autres caméras de surveillance sur les feux rouges, etc., mais pas sur le bâtiment. C'est très difficile. Je crois que Sofiane... Mais on a perdu les plus grands joyaux, Valérie. Oui, l'État peut refaire les normes. C'est difficile, mais effectivement, on peut se poser la question, on peut s'interroger sur ce qui ça peut advenir. Guillaume Roquette. Oui, parce que moi, comme beaucoup de téléspectateurs sans doute, j'ai emmené mes enfants voir les joyaux de la Couronne à Londres. Oui, moi aussi, oui. Eh ben, ils sont pas installés près d'une fenêtre au bord de la rue. Ok, ils sont dans la tour de Londres, ils sont extraordinairement sécurisés, il y a 2 enceintes autour, c'est grand le Louvre. Moi, je suis pas un spécialiste, donc c'est un peu facile de réagir un peu comme un Français moyen, mais pardon, je me demande comment se fait-il que des pièces aussi facilement volables et d'une telle valeur soient installées à cet endroit-là dans le musée. Peut-être la réponse, Sofiane. Il y a 2 éléments de réponse. Déjà, à Londres, la culture de sécurité, elle est présente. Le nombre de caméras de vidéosurveillance dans la ville, il est dingue. Et aujourd'hui, en France, on a des politiques qui s'y opposent. Donc, on a ce problème-là. 2, à Londres, contrairement à Paris, les joyaux qui sont exposés ne sont pas les vrais joyaux, c'est des répliques. Voilà. Et même si ce sont des répliques, elles sont extrêmement bien protégées. Ben oui, voilà. C'est le flegme britannique, dirais-je. Enfin, sur la question des caméras de vidéosurveillance en termes de protection, oui, on ne peut pas les mettre sur le bâtiment. C'est l'aberration administrative française, mais c'est aussi notre patrimoine et la richesse du patrimoine. Donc, il faut réussir à mettre les deux en balance. Mais surtout, on peut mettre en place à l'extérieur des poteaux pour pouvoir mettre des caméras. C'est ça le problème, en fait. Il y en a déjà une de caméra. Non, mais c'est pas une caméra, en fait. 5. Mais non. Il y en a déjà une de la préfecture. Mais la question, elle n'est pas là. La question, elle est qu'aujourd'hui, la CNIL nous empêche de mettre en place des systèmes de traitement de vidéo algorithmiques à l'intérieur. C'est ça le vrai problème. On a de la technologie qui existe qui nous permettrait de pouvoir faire de la détection, mais on ne peut pas s'en servir. Alors, vous parliez de Londres, on va regarder juste par exemple en Italie, le Vatican. Regardez ce que disait la directrice Alors, le dispositif de sécurité au musée du Louvre, là, les 1366 agents, 14 km de couloirs, 2410 fenêtres. Et ce qui m'intéressait, c'est le comparatif avec notamment le Vatican. Regardez, déclaration de la directrice, notamment du Vatican. Normalement, elle devrait s'afficher. Voilà. Il est clair qu'avec Arsène Lupin ou dans les films Ocean's 11 ou Ocean's 12, ça peut se produire, mais nous espérons qu'avec notre système de sécurité, cela se produise le moins possible. C'est la directrice des musées du Vatican et je crois qu'il y a un petit comparatif pour montrer et pour voir entre le Vatican et le Louvre. Vatican, 400 gardiens, on parlait de près de 1400 dans le musée du Louvre, 7 km de musée au Vatican, 14 de kilomètres au musée du Louvre. Renaud. Oui, mais moi je reviens effectivement encore une fois. Vous revenez à votre sécurisation, du quai François Mitterrand. Non, mais oui, je reviens. Oui, parce que c'est une obsession. Depuis hier, la sécurisation du bâtiment extérieur me semble extrêmement importante. Deuxièmement, tout le paquet a été mis depuis des années sur la fouille. La fouille des visiteurs. La fouille des visiteurs. Alors effectivement, on est très bien fouillé et le travail est bien fait. Mais c'est la fouille à l'entrée. Et en termes de sécurisation, on vient d'entendre ce qui se passe en Grande-Bretagne ou dans d'autres pays, on n'a pas pensé à sécuriser le bâtiment. Je me suis renseigné ce matin, la moindre petite ambassade à Paris, de petits pays, qui ont des tout petits PIB, ils ont 3, 4, 5 caméras de vidéosurveillance sur certains bâtiments qui sont classés monuments historiques. Vous n'allez pas me dire que l'on ne peut pas, à partir du moment où il y en a une de la préfecture de police de Paris, en mettre 3 ou 4, notamment, et je suis d'accord avec Guillaume,
à côté de cette fenêtre qui conserve les plus gros joyaux français. Mais les bras m'en tombent. Ah, ça, je le vois. On y reviendra sur cette sécurité dans le musée du Louvre. Oui, un mot de commentaire sur les effectifs comparés du Vatican et du Louvre, des musées du Vatican et du Louvre. On s'aperçoit que par rapport à la taille de l'édifice, il y a beaucoup plus d'agents en France. Et en fait, c'est un constat assez général. Je ne veux pas faire de généralisation abusive, mais quand même, dans les hôpitaux français, il y a beaucoup de monde aussi. Dans l'administration française, à l'éducation nationale, il y a beaucoup de monde. Et pourtant, est-ce que ça fonctionne correctement? Non. Et donc, je pense que faut vraiment ça. Je m'interroge sur l'efficacité de la fonction publique. Et je m'interroge sur le fait que la réponse classique, c'est d'ailleurs celle des agents du Louvre depuis hier matin, c'est de dire il nous faut plus de monde. Mais je ne suis pas certain que ce soit la bonne réponse. Valérie. Il faut quand même dire, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais on est là, le vol au Louvre, comment font les musées étrangers. Oui. Mais beaucoup de musées à l'étranger sont victimes de vols. J'ai fait une petite recension. En 1972, c'était à Montréal. Il y a eu 18 tableaux volés et une quarantaine de bijoux. C'était en 1972. En 1990, c'était à Boston. 13 tableaux volés, jamais récupérés. En 2003, c'est à Vienne. Il y a eu des pièces d'orfèvrerie et d'émail d'or, une pièce qui n'a jamais été retrouvée. En 2004, ce sont des voleurs armés à Oslo qui ont dérobé des tableaux qui ont été endommagés. En 2010, c'était le musée d'art moderne de Paris. Vous vous rappelez, il avait juste fallu découper là aussi une fenêtre. Et en 2019, c'est à Dresde. Donc ce que je veux dire, c'est que bien sûr, ça nous touche parce que c'est le plus grand musée du monde, mais c'est aussi évidemment le nôtre, puisqu'il est à Paris et il est français. Il y a des joyaux extraordinaires à l'intérieur, joyaux et chefs-d'œuvre, mais ça arrive partout. Vous ne pouvez pas. Alors, on essaye de limiter au maximum la délinquance dans des lieux pareils, mais c'est extrêmement difficile. Mais il y a un mois, c'était. Je regrette. Non, mais il y a un mois, c'était le Muséum d'histoire naturelle à Paris. Oui. Enfin, là, il n'y a pas besoin d'attendre, il y a un mois en fait. Non, mais il y a un mois, la fenêtre qu'on a véritablement, celle par laquelle les malfaiteurs sont passés, en 1976, il y a eu un vol, ils sont passés par la même fenêtre. Oui, c'était l'épée de Charles X qui avait été dérobée. Mais vous avez raison, mais on est en 2025. Moi, le problème que je vois aujourd'hui, c'est qu'on ne tire jamais les leçons de nos enseignements. C'est pour ça que je suis très en colère, moi, aujourd'hui, sur cette affaire. J'ai l'impression, et je suis désolé, je vais employer un terme extrêmement fort, j'ai l'impression que notre pays s'est fait violer hier. Et bien sûr. Voilà. C'est ça la réalité. Pour moi aujourd'hui. Et je suis rarement en colère à ce point, vous le savez. Ouais. Là-dessus, on a eu un enchaînement de défaillances majeures, des problèmes de détection, des problèmes de personnel, des problèmes de formation. Je rappelle qu'à l'intérieur des salles de surveillance des musées, ce sont des agents d'accueil et de surveillance. Ils ne sont pas formés pour faire de la protection. Ce ne sont pas des agents de sécurité. Et par contre, heureusement qu'on fait de l'inspection filtrage. Je vous rappelle qu'il y a quand même des groupes écologistes assez radicaux qui passent leur temps à rentrer à l'intérieur des bâtiments pour pouvoir asperger nos chefs-d'œuvre. Bon, il faut arrêter d'opposer tout. Il faut se mettre au bout d'un moment autour d'une table et discuter à la fois avec le public mais aussi avec le privé. Alors effectivement, vous avez raison, vous avez employé un terme fort, je vous le laisse, je ne suis pas sûr qu'il était forcément adéquat dans le côté on va violer le musée du Louvre, mais sur le constat et sur l'émotion que ça a pu susciter, sur les défaillances, effectivement, ça on peut être d'accord avec vous. Je vous propose d'écouter juste le président et commissaire-priseur de Drouot. Je m'insurge contre les personnes qui accusent le Louvre de négligence, etc., parce que toutes les précautions sont prises, mais face à l'impossible, nul n'est tenu. Et là, un casse de 7 minutes dans ces conditions, je ne vois pas comment on aurait pu l'éviter. Guillaume Chiez, il a raison, comment on aurait pu... C'est dur de l'affirmer en tout cas. Oui, je pense qu'on aurait pu l'éviter. Il y a forcément des défaillances, il y a forcément à un moment un delta de 7 minutes entre l'arrivée de ce camion nacelle et le fait que l'alarme Ramsès soit déclenchée. C'est un passant qui est obligé d'appeler la police, c'est pas le PC sécurité du Louvre. Je veux pas du tout mettre en cause qui que ce soit, je suis pas au sein de l'enquête, mais il y a de toute évidence une défaillance de la sécurité interne du Louvre. On peut parler de caméras, vidéosurveillance à l'extérieur, tout ça c'est géré par la ville. En revanche, le Louvre n'a pas été suffisamment alerte sur ce qu'il se passait sur ses propres façades, puis à l'intérieur du musée quand les deux malfaiteurs sont entrés avec la disqueuse.
La suite du grand dossier, de votre grand dossier consacré au Louvre cet après-midi. On y revient bien sûr dans un instant, juste le temps de vous donner les principaux titres de la journée. Le budget 2026 est depuis ce matin en examen à la commission des finances de l'Assemblée nationale avant d'arriver dans l'hémicycle. Vendredi, 1500 amendements sur le volet recettes sont examinés. Avant son incarcération demain à la prison de la Santé, Nicolas Sarkozy a reçu ce matin à son domicile la visite de l'ex-premier ministre Édouard Balladur. On a également appris qu'Emmanuel Macron avait reçu l'ancien président vendredi à l'Élysée. De son côté, Gérald Darmanin assure qu'il ira voir Nicolas Sarkozy en prison en tant, je cite, que ministre de la Justice. Et puis le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré être prêt à se joindre à la rencontre prévue prochainement à Budapest entre ses homologues américains et russes, Donald Trump et Vladimir Poutine, s'ils recevaient une invitation en ce sens. Voilà les trois principaux titres de ce lundi. On va revenir sur la sécurité, notamment au Louvre, sur défaillance ou pas défaillance. Je vais vous faire écouter le son de la directrice du musée du Louvre, Laurence Descartes. J'ai moi-même, dès ma prise de fonction au musée du Louvre, alerté les autorités sur le fait que nous estimions que nous devions monter en compétences. J'avais demandé donc à la préfecture de police un audit. Voilà, je vais vous faire réagir dans un instant sur ce que vient de dire Laurence Descartes. Mais tout d'abord, un petit point sur la Cour des comptes qui va publier dans un rapport dans les semaines prochaines. Et ce rapport, Sylvia Micon, vous nous avez rejoint, révèle des failles, c'est le moins que l'on puisse dire, dans la sécurité du musée. Nous avons pu, et vous avez pu consulter ces extraits. Effectivement, on va regarder ensemble ce que ça donne. Regardez, le premier point évoqué dans ce rapport, Julien, ce sont des retards considérable dans la mise aux normes des installations techniques du musée. Ça, c'est vraiment la première constatation faite par ce rapport. Dans le secteur de Nantes, par exemple, vous savez, où se trouve la galerie Apollon, qui a été cambriolée, mais aussi la Joconde, par exemple, un tiers des salles ne dispose d'aucune caméra de surveillance. Dans le secteur Richelieu, ce sont les 3/4 des salles qui sont dépourvues de vidéosurveillance. Au total, c'est à peine plus d'un tiers des salles qui sont équipées d'au moins une caméra, toujours selon la Cour des comptes. Si on fait le compte, en 5 ans, sur la période qui a été étudiée par la Cour des comptes, seules 138 caméras supplémentaires ont été installées dans le musée. Le constat, il est cinglant, on va le lire ensemble au cours de la période. Le musée n'est pas parvenu à rattraper son retard dans le déploiement d'équipements destinés à assurer la protection des œuvres. Le rapport, il précise aussi, Julien, que l'augmentation de la sécurité, c'est focalisé sur les espaces d'exposition temporaire. Pourtant, les alertes, elles étaient déjà là. Plusieurs salles ont dû être fermées d'urgence l'an dernier en raison d'avaries sur les infrastructures techniques, ce qui a rendu d'ailleurs les visiteurs furieux parce que le prix du billet, lui, il reste le même. Alors, ce rapport, il ne pointe pas seulement la direction actuelle du musée du Louvre, mais toutes les directions successives. Oui, et pourquoi pour ces reports persistants dans la mise en œuvre des chantiers? Regardez, on va lire de nouveau une citation de ce rapport de la Cour des comptes. Sous l'effet d'une fréquentation croissante, le cycle d'obsolescence des équipements techniques du musée s'est accéléré de façon nettement plus importante que le rythme des investissements engagés par l'établissement pour y remédier. Tout est dit dans cette citation, Julien. Un exemple, par exemple, avec la mise aux normes du système de protection incendie. Sa mise en œuvre, elle a démarré en 2010. Elle n'est pas encore achevée. Aujourd'hui, les premières études avaient été lancées en l'an 2000. Vous voyez quand même le laps de temps qui s'est écoulé. Alors, on l'a entendu juste avant que vous arriviez sur ce plateau. Ce que disait Laurence Descartes, la présidente du musée du Louvre, elle est arrivée en 2021. Elle avait déjà donné l'alerte, c'était en janvier dernier. Effectivement, sur les avaries, la vétusté, le mauvais accueil, dans une lettre à la ministre de la Culture, lettre qui avait fuité, dont on avait parlé sur LCI. Elle avait pointé du doigt à l'époque l'obsolescence des équipements techniques notamment. Il faut savoir qu'il y a un grand projet de rénovation qui a été annoncé en janvier par le président lui-même suite à cette lettre. Il s'appelle Louvre Renaissance. Il est colossal selon les mots du président lui-même. On va regarder les chiffres, 700 à 800 millions d'euros sur une dizaine d'années. À l'époque, l'annonce la plus spectaculaire, elle concernait une nouvelle entrée pour le musée dès 2031. On peut penser aujourd'hui que le volet sécurité sera lui aussi bel et bien renforcé. Oui, sur ces 700 à 800 millions, on imagine, j'espère qu'il y aura aussi de la sécurité. Merci beaucoup Sylvia pour ces explications.
Guillaume Roquette, quand vous entendez, quand vous voyez ces extraits de ce rapport que va publier bientôt la Cour des comptes, vous dites là, oh là là, trou dans la raquette, il y en a partout. Oui, alors, évidemment, le Louvre, c'est plus qu'un monument, enfin c'est quasiment une ville, tellement c'est grand. Donc évidemment c'est compliqué, évidemment c'est long. Moi je pense qu'il y a quand même deux sujets. Le premier, c'est qu'il y a des choix financiers qui n'ont pas été faits. Le ministère de la Culture choisit de financer très largement le spectacle vivant, la création, et le patrimoine traditionnellement est un peu délaissé parce que c'est pas suffisamment moderne, parce que c'est pas comme ça que vous faites applaudir le soir de la cérémonie des Césars quand vous êtes ministre de la Culture, parce que les œuvres qui sont au Louvre, elles n'applaudissent pas. Mais c'est évidemment ça qui touche les Français. Vous n'avez qu'à en juger par la vague d'émotions qui a saisi le pays. Et puis l'autre chose qui me frappe, mais malheureusement on a un peu l'habitude, c'est de voir la directrice du Louvre qui dit « Ah mais moi j'ai dit qu'il y avait un problème et j'ai commandé un audit ». Mais enfin, si dans les entreprises privées, on réagissait comme ça, on ne réglerait jamais les problèmes. Vous dites en gros, elle se défausse, elle rend... Mais oui, mais parce que si vous voulez, c'est la culture du parapluie qui est généralisée chez les hauts fonctionnaires de notre pays. Alors on dit, on a demandé un livre blanc, on a créé une commission. Mais c'est pas pour ça qu'on vous paye, messieurs, dames. Il y a un problème, je pense, d'efficacité. Je vois que Renaud acquiesce. Bien sûr, c'est le fameux « c'est pas moi, c'est lui ». Le « c'est pas moi, c'est lui » français. On a depuis 24 heures un bal incroyable de ballons de rugby. Hein, vous savez, alors effectivement, Laurence Descartes, la patronne du musée du Louvre, dit « j'ai commandé un audit au début de l'année ». Vous avez Rachel Dati qui dit effectivement ce matin, ça fait 40 ans que la sécurité des musées en France n'est pas assurée. 40 ans, c'est-à-dire qu'elle mouille finalement tous les gouvernements depuis le général de Gaulle. Vous avez qui d'autre ? Vous avez Gérald Darmanin. Tiens, Gérald Darmanin, ce matin, si, lui, le garde des Sceaux, je l'ai trouvé sans langue de bois. Il a dit, oui, c'est du bon sens, il y a un problème. Il y a un problème, donc... Les autorités ont failli. Oui, les autorités ont failli. C'est le mot qui emploie. Nous avons failli. Il est extrêmement sévère. Dernière chose, j'ajouterais... La spécialité française, mais pas que française, mais enfin elle est très française, c'est que depuis hier, les appels à la démission de la présidente du musée du Louvre, Laurence Descartes, se multiplient. Les appels se multiplient. Eh bien, à tort ou à raison, il me semble que pour mettre fin, une fois après ce casse du siècle, à cette culture de l'irresponsabilité, notamment dans la haute fonction publique, eh bien, la présidente du musée du Louvre aurait dû hier soir présenter sa démission. Présenter sa démission à Rachel Dati, ministre de la Culture, quitte à ce qu'elle soit refusée, mais au moins un geste pour montrer que je suis désolé, lorsqu'il y a une faille aussi immense. Elle a demandé en début d'année un audit et elle trouvait que la sécurité n'était pas suffisante. Que n'a-t-elle pas dit? Pourquoi elle a fait une interview dans Le Monde ou dans Le Figaro pour dire on ne me donne pas les moyens supplémentaires? Ça aurait changé quelque chose? Non, mais... Autrement que le signe du symbole? Mais sa démission? Oui. Eh bien écoutez, oui, la responsabilité, ça existe. Quand il y a, vous savez, il y a des grands patrons qui ont dû démissionner, il y a dans l'histoire, il y a des démissions, mais c'est pareil, il y a 6 mois, 1 an. Alors, c'est pas la démission de la ministre de la Culture, elle n'est pas chargée de la sécurité des fenêtres. Enfin, quand on est patron d'un établissement culturel, on est quand même chargé, enfin, je sais pas, on fait le tour de temps en temps. Dernière chose, Laurence Descartes, dit-on, effectivement, c'est une grande spécialiste de l'art. Elle a été patronne du musée d'Orsay notamment. Elle est extrêmement compétente dans son domaine. Après, le management, c'est peut-être un autre métier. Oui, enfin, en fait, là, on voit, il y a des dysfonctionnements en matière publique, mais en réalité, d'un point de vue sécurité, les dysfonctionnements que vous pointez à juste titre sur le public, on les a aussi dans le privé. En fait, c'est un problème de culture de sécurité. Les budgets sécurité dans notre pays sont toujours ceux qui sont rabotés. On fait toujours des économies sur la sécurité, on arrive à des drames, et on se retrouve aujourd'hui avec le casse du siècle véritablement au Louvre aujourd'hui. En fait, c'est un problème systémique, c'est un problème qui est global, et qu'il faut prendre à bras-le-corps. En commençant à véritablement mettre des moyens. On l'a vu pendant les Jeux Olympiques. Ah, miracle, on met des policiers dans la rue. Ah, bah la délinquance, elle baisse. Enfin, c'est quand même formidable. Donc, la réalité est là. Les moyens, il faut les mettre sur place. Il faut commencer à revoir les choses, à avancer pour qu'on puisse avoir une véritable plan de protection de nos institutions. Alors, on a vu cet aspect, bien sûr, de la sécurité. Autre question qu'on se pose aujourd'hui, c'est que peuvent devenir ces bijoux volés? Le nœud de corsage de l'impératrice Eugénie, la parure d'émeraude de l'impératrice Marie-Louise, absolument sublime. On a vu des photos tout à l'heure et des images. On va bien évidemment les revoir. En ligne avec nous, Vincent Mélan, bonjour. Vous êtes historien, spécialiste de la haute joaillerie. Vous vous dites quoi ce soir, ces bijoux?
Que peuvent-ils devenir? Que sont-ils devenus? Je me dis d'abord que si les conditions de sécurité du musée du Louvre n'étaient pas réunies, il fallait fermer la galerie et mettre ses bijoux au coffre. C'est ce qu'on aurait fait dans n'importe quel organisme privé. Quand les conditions de sécurité ne sont pas réunies, on met les bijoux au coffre. Quand vous voyez l'état de la fenêtre que vous avez montré à l'antenne, on se dit que franchement, la sécurité ne peut pas être géniale. Le devenir de ces bijoux, vous savez, c'est très simple. Ils n'ont pas pris les gros diamants invendables comme le Sancy, le Régent ou l'Hortensia. Et ils ont pris des pièces sur lesquelles il y avait des pierres de couleur qu'on pouvait démonter. Donc c'est facile de démonter des bijoux. Moi je pense que les pierres sont vendues, et même si ça n'est vendu qu'au tiers ou au quart de la valeur marchande, c'est pas du tout des bijoux inestimables. Regardez les saphirs qui sont sur ce diadème ou les émeraudes qui sont sur ce collier, ça peut tout à fait se retailler, se revendre. Et puis le pire, c'est les perles. Les perles qui sont sur le diadème de l'impératrice Eugénie, vous n'avez même pas besoin de les retailler. Vous faites des colliers de perles avec les perles, ça se revend très facilement. Alors, Vincent Mellon, vous parliez notamment du Régent. Guillaume Chiez, c'était dans cette galerie Apollon. Mais les malfaiteurs n'ont pas eu le temps. Ou en tout cas, effectivement, le temps leur a manqué. Ils ont été dérangés dans leur cambriolage. Oui, ils s'en sont pris à 2 vitrines. Et au moment d'aller à celle du Régent, l'alarme s'est déclenchée. Du coup, ils ont dû partir assez précipitamment, en laissant derrière eux des disqueuses, des talkie-walkie, des gants, un chalumeau. Et c'est ce qui a en fait précipité la fuite des malfrats, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu s'attaquer à cette vitrine-là où se trouvait le Régent. Mais j'entendais notre invité dire ils sont démontés et vendus. C'est une des hypothèses. L'autre hypothèse, et qui n'est pas négligée par les enquêteurs, c'est celle aussi d'une commande pour un collectionneur qui voudrait les pièces telles quelles et qui les enfermerait dans une pièce sous coffre et les garder pour lui finalement. Et ces 2 pistes sont étudiées aujourd'hui par la BRB, la Brigade de répression du banditisme. Vincent Mellon, vous êtes toujours avec nous. Valérie Nataf a une question pour vous. Bonjour Monsieur Mellon, je vous entends dire, vous ouvrez un débat intéressant, vous dites, puisque la sécurité de la galerie Apollon n'était pas assurée, il fallait mettre ses bijoux au coffre. Je comprends le souci de protéger ce patrimoine, mais est-ce que le propre d'un musée n'est pas de proposer au plus grand public possible de voir des pièces aussi rares que celle-ci? Pas quand elles sont menacées dans leur sécurité. Un musée, ça n'a pas vocation à exposer des œuvres d'art quand les conditions de sécurité ne sont pas réunies. En plus, tout à l'heure, on parlait d'entreprises privées par rapport aux entreprises publiques et du principe de responsabilité. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu un exemple similaire, c'était au mois de juin, dans le cas d'une entreprise privée de joaillerie qui exposait des bijoux. Les conditions de sécurité n'étaient pas réunies, ils n'ont pas exposé les bijoux. C'est aussi simple que ça, parce qu'ils savaient qu'il y avait un cambriolage possible. En plus, ne pas exposer les bijoux, ça aurait été le meilleur signal d'alarme à envoyer au pouvoir public en disant « la galerie d'Apollon est fermée parce que la sécurité n'est pas réunie ». Là, je peux vous dire qu'à mon avis, les pouvoirs publics auraient mis des caméras de surveillance. Exactement. Ça, c'est vrai. Le problème, c'est que si on dit 3 mois, après le cambriolage, j'ai tiré la sonnette d'alarme, alors qu'on ne l'a pas fait d'une manière efficace avant, il n'y a pas de vocation absolue d'un musée de présenter en permanence. Il ne présente pas la nuit, il présente quand les conditions de sécurité sont là. Et là, elles n'étaient pas là. Merci. Manifestement, beaucoup. Quand même. Oui, vous avez raison. Merci beaucoup, Vincent Mellon. Je vous libère d'avoir été avec nous dans le grand dossier. Guillaume Chiez, sur ces œuvres, sur ces bijoux, sur ces émeraudes, c'est quoi le travail pour essayer ou tenter de les retracer? J'imagine, je connais la réponse, vous allez me dire, ce sont des vieux bijoux qui datent du 19e siècle, il n'y a pas de puce, il n'y a rien qui permet de les suivre. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait des solutions pour essayer de tracer, d'identifier ces bijoux qui remontent au 19e siècle et pour certains bien avant? Alors je vous réponds juste en l'état, ces bijoux, si ils se retrouvent à un moment sur un marché ou sur un autre, ça va sonner 10 000 alarmes et tout le monde va être au courant parce que l'OCBC, l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels, a déjà fait les signalements nécessaires pour que ces bijoux-là, s'ils réapparaissent sur un marché, sonnent une alarme finalement et réveillent l'attention de tout le monde. En revanche, il n'y a rien qui aujourd'hui permette de protéger le moindre diamant qui soit à l'intérieur d'une parure. On sait qu'aujourd'hui, tous les diamants qui sont mis sur le marché sont marqués au laser. Ils sont tous suivis et pour les revendre, c'est très compliqué parce que n'importe quel joaillier va pouvoir regarder à l'intérieur et suivre le diamant. Ce sont des diamants là, du 19e siècle et évidemment, ils ne sont pas marqués. On pourrait imaginer peut-être
d'intégrer des puces à l'intérieur de ces parures, mais ces puces-là sont finalement assez facilement trouvables par des malfaiteurs. Il suffirait de s'en défaire et de les jeter quelque part pour que le bijou ne soit plus tracé. Donc c'est compliqué. Je ne suis pas spécialiste de la protection des bijoux, mais peut-être que des entreprises travaillent et innovent sur une façon de les retracer. Oui. Alors ces bijoux, si on ne les retrouve pas, qui restent dans la nature, Guillaume Roquette, on se dit quoi? Vous dites quoi? Ce trésor national, ce trésor français, à jamais perdu, disparu. Oui, moi non plus, je ne suis pas un spécialiste de la sécurisation des bijoux, mais je vois la dimension symbolique de ce vol, parce que c'est intéressant. Ce sont des bijoux d'ancien régime, pour faire vite. Alors, il y en a un certain nombre qui ont été acquis par Napoléon, puis ensuite qui ont été parfois remontés d'ailleurs, parce que c'est ça qui est extraordinaire avec ces pierres, c'est qu'elles suivent un peu la mode et elles sont remontées, mais c'est un peu comme une espèce de fil d'Ariane, si vous voulez. C'est un peu comme les pierres, les cailloux du Petit Pousset. Ça vaut un petit peu plus cher à l'achat. Mais je pense que c'est pour ça aussi que les Français sont frappés par leur disparition. Parce que, en plus, les bijoux, c'est quelque chose qui attire beaucoup le grand public, parce que c'est relativement spectaculaire. Alors, au Louvre, il y a d'autres choses spectaculaires. Il y a évidemment la Joconde, la Vénus de Milo, etc. Mais avoir des joyaux comme ça qui ont disparu, c'est aussi une part de l'attractivité du Louvre qui diminue. Alors, on disait autour de la table c'est vrai qu'on n'est pas tous spécialistes des bijoux. Ça tombe bien, avec nous en ligne, François Curiel. Bonjour, vous êtes commissaire-priseur, président de Christie's Europe et directeur international senior du département joaillerie. Donc, s'il y a un spécialiste, il est avec nous, il est bien là. Ils vont devenir quoi, ces bijoux? C'est la question à plusieurs millions d'euros. Oui, si vous voulez, pour l'instant, personne ne peut le savoir, mais j'avais pensé à 4 options. Dites-nous. D'abord, la commande d'un collectionneur privé. Mais bon, c'est un peu bizarre, mais c'est parce que ce serait quelqu'un qui ne pourrait les montrer à personne et qui serait tout ça uniquement pour son grand plaisir, alors qu'en principe, les collectionneurs sont contents de partager les objets qu'ils adorent avec d'autres collectionneurs ou avec des professionnels. Donc ça, c'est une option. Deuxième possibilité, la négociation vers une compagnie d'assurance. Troisième possibilité, le démontage des pierres et la retaille des pierres et les vendre comme ça petit à petit. Ou alors, peut-être finalement, la quatrième possibilité, c'est un effet d'aubaine, un coup monté sans mesurer la difficulté de redevendre les pierres, qui est extrêmement importante. Quelle est l'hypothèse, vous, qui, j'allais dire, vous séduit le plus là-dedans? Aucune me séduit parce qu'elle me rend très triste. Oui. Mais c'est probablement le démontage des pierres et la retaille de certaines pierres. Mais ces pierres, une fois qu'elles sont, j'allais dire, démontées, qu'elles sont desserties, elles perdent de la valeur. De toute façon, elles perdent de la valeur aussi pour une autre raison, c'est que, d'abord, déjà, il n'y a plus de valeur patrimoniale ou historique. Qui est en principe bien au-delà des pierres et des matériaux. Mais le problème le plus important, ça va être la négociation de ces pierres. Et peu de joailliers, peu de professionnels vont aller toucher des pierres non montées comme ça, sans aucune provenance. François Curiel, une question de Renaud Pilat en plateau. Oui, François Curiel, effectivement, depuis hier matin, parmi les hypothèses et celles que vous donnez, il y a la refonte ou la fonte de l'or, de l'argent et les pierres précieuses, les diamants, saphirs et les perles qui seraient détachées. Mais dans ce cas-là, il y a une chaîne de démontage, une chaîne de responsabilité, de prise de risque immense. Comment ça peut se passer? Il y a des ateliers clandestins de refonte. Il y a un nombre, dans ce cas-là, de témoins très impressionnant. Ouais. D'abord, oublions l'or, parce que si vous voulez, je ne pense pas que qui que ce soit ait pris le risque de faire un grand vol pour simplement fondre l'or. Il y en aura peut-être c'est une somme sûrement importante, mais peut-être, je sais pas, 5-6 000 euros d'or, 10 000 euros d'or au maximum. Bon, je ne pense pas qu'on ferait un grand hold-up comme ça pour 10 000 euros. Parce que ça a coûté beaucoup plus cher. Non, la possibilité, c'est de dessertir les pierres. Chaque joaillier sait le faire. Et après, de les revendre une par une.
Oui, Guillaume Roquette. Oui, est-ce que dans votre carrière de commissaire-priseur, vous avez vu apparaître comme ça pour des ventes des pièces, notamment de joaillerie, dont vous avez découvert qu'elles avaient été volées? J'arrive pas à penser à quelque chose immédiatement, mais en principe, les pierres qui n'ont pas une origine extraordinaire ne sont jamais présentées aux maisons de vente aux enchères, parce qu'à cause de toute la publicité que les maisons de vente aux enchères font pour la vente de leurs pièces. Donc, si vous voulez, ces pierres qui n'ont pas beaucoup d'origine, ou qui ont une origine pas très claire, ne viennent jamais être présentées pour les ventes aux enchères. Alors, vous intéressez beaucoup ici, tout le monde autour de la table, François Curiel. Une question et la dernière, ce sera celle de Guillaume Chiez, notre spécialiste police-justice. Oui, je voulais savoir si à votre connaissance, il existait des marchés parallèles pour écouler ces pierres. Finalement, on parle d'Anvers, on parle de Dubaï, on parle de Tel Aviv. Ce sont des marchés qui arrivent à ressertir ces pierres et finalement à les réinjecter sur un marché classique, traditionnel? Je le lis dans les journaux, je l'entends à la télévision, à la radio, j'en ai jamais entendu parler, je ne les ai jamais vus. Si vous voulez, et la raison pour laquelle, c'est que, comme ce que je viens de vous expliquer, ceux qui ont ce genre de pierres ne s'approchent pas des maisons de vente aux enchères. Donc, en plus, c'est un petit métier, bien qu'il y ait des négociants qui sont à New York, d'autres à Anvers, d'autres à Londres, d'autres à Paris, d'autres en Asie. C'est un petit métier, les gens se parlent les uns des autres. Et en plus, après toute la publicité qu'il y a depuis 2 jours pour ce vol des bijoux du Louvre, je crois que les négociants font de plus en plus attention. Merci beaucoup François Curiel, vos éclairages étaient bien précieux parce que vous avez répondu à beaucoup de questions et ce sont les questions qu'on va continuer à se poser dans les jours qui viennent. 17h40, peut-être pour ceux qui viennent de nous retrouver. Guillaume Chiez, juste là maintenant, les prochaines étapes au niveau de l'enquête, c'est quoi ? Les prochaines étapes, ça va être d'abord de recevoir toutes les analyses ADN qui ont été pratiquées et qui sont encore pratiquées par le laboratoire de police scientifique de la préfecture de Paris sur les différents éléments qui ont été retrouvés sur les lieux du casse. Je pense notamment aux disqueuses qui ont été abandonnées sur place, aux chalumeaux, aux gants, aux talkie-walkie, aux gilets jaunes qui a été retrouvé un peu plus tard et même à cette couronne qui a été retrouvée brisée par terre. Ça va être aussi toute l'analyse à l'intérieur du camion nacelle qui a permis aux 2 malfaiteurs de rentrer dans le musée du Louvre. Les autres pistes, ça va être de retrouver les 2 scooters avec lesquels les 4 malfaiteurs ont pris la fuite. Ça, c'est très intéressant aussi. On sait qu'on a un parcours de fuite qui va au sud de Paris et on perd la trace des malfaiteurs sur l'autoroute A6. Donc réussir à retracer tout leur parcours pour peut-être retrouver une planque où ils sont et peut-être que dans cette planque il y aura des bijoux. Ça, c'est la version optimiste. La version pessimiste, c'est qu'il va falloir aussi beaucoup de temps pour aller sur tout ce qui est le marché parallèle de la joaillerie et ça, les enquêteurs, on leur indique, on leur personnes qui viennent leur dire tiens, on m'a proposé quelques pierres intéressantes. Voilà, il y a des gens qui parlent avec la police. Il ne faut pas croire que c'est un domaine qui est complètement cloisonné. Les policiers, on leur indique et il faut aussi miser là-dessus au niveau des receleurs pour essayer de remonter jusqu'à ces pierres. C'est ce que j'allais vous dire. Imaginons, est-ce qu'on peut imaginer que ces bijoux, ces pièces volées soient déjà dans ce marché parallèle à un peu plus de 24 heures où ça va trop vite et il y a quand même des étapes à franchir? Ça fait un peu tôt. Peut-être qu'il faut laisser un peu redescendre aussi tout ça. Peut-être que les 4 personnes qui ont commis ce casse n'ont pas intérêt à bouger dès maintenant parce que sinon en fait bouger trop vite c'est aussi prendre le risque de se faire repérer trop vite. Peut-être laisser un peu retomber le soufflet, là aussi ça fait partie des stratégies des malfaiteurs. Sofiane Aboubeker. Oui, effectivement, moi j'ai toute confiance au service de la brigade de recherche du banditisme. Enfin, c'est des spécialistes, ils connaissent les canaux, il n'y a pas de difficulté particulière là-dessus. Par contre, moi en termes d'hypothèse, je m'interroge, on est face au joyau de la couronne. Une commande pour un collectionneur, ça je peux l'entendre. Voler ce type de pièces pour aller les revendre à la découpe, je trouve ça mais complètement délirant en fait. Je n'arrive pas à comprendre l'intérêt derrière. En fait, ces pièces, elles ont une valeur qui est dite inestimable, pas en numéraire, pas par rapport au poids des pierres, mais par rapport au symbole qu'ils représentent. Vous avez entendu une des hypothèses, cette rançon par rapport aux assurances, par rapport à la direction au Louvre. C'est très intéressant, mais en fait, d'un point de vue assurantiel, ces pièces, elles appartiennent à l'État. Donc si elles appartiennent à l'État, elles ne sont pas assurées derrière. C'est l'État qui est responsable de cette collection. Donc il n'y a pas de possibilité d'avoir de rançon derrière. Ou alors de demander à l'État français une rançon. Mais ça me paraît là, pour le coup, encore une fois, assez délirant.
Et je vous donne cette dernière information de notre service politique TF1 LCI. La présidente du musée, Laurence Descartes, sera auditionnée mercredi après-midi par la commission des affaires culturelles du Sénat. Oui, c'est très important. On voit le rôle du Parlement. On critique souvent le travail des députés ou des sénateurs. Et bien là, ils prennent la mesure de l'émotion populaire. Et mercredi, ce sera tout frais. Dans 48 heures, on aura enfin la présidente du musée du Louvre qui aura l'occasion de parler notamment de ses choix d'investissement, du retard qui a été pris, comment ça se fait que l'audit qu'elle a demandé au début de l'année n'a pas été pris en compte. Parce que, voilà, c'est important aussi qu'elle s'exprime. Elle ne s'est pas exprimée depuis hier matin. Donc, bon... Oui, parce que, Renaud, rappelons, commission culturelle du Sénat, ce sont des sénateurs face à un invité, une invitée pour l'occurrence, et là, j'allais dire... Question ouverte, et elle répond. Toutes les questions, sous serment. Sous serment, c'est-à-dire que la présidente du musée du Louvre, Laurence Descartes, prêtera serment en disant qu'évidemment, elle doit dire la vérité. Personnellement, bon, peut-être que mon avis, voilà, tout le monde s'en fiche ou autre. Non, mais je veux dire, c'est un avis personnel, je dirais un avis de citoyen. Ouais. Et la culture de l'irresponsabilité en France, moi, ça me choque. Donc, voilà, ne serait-ce que proposer sa démission et qu'elle soit refusée. Encore une fois, c'est une grande professionnelle, tout le monde le dit, c'est une historienne de l'art. Mais peut-être que dans ce cas-là, il faudrait une direction bicéphale, quelqu'un qui soit un bras droit, qui s'occupe de tout le management, de la sécurité et de tout ce qui est mis en œuvre. En tout cas, j'ai vraiment hâte, mercredi, j'imagine qu'on la suivra sur LCI pour essayer de comprendre ce qui s'est passé ces derniers mois. Alors justement, sur cet aspect politique, on a vu le président qui avait réagi, on a vu cette réunion à Beauvau sur la sécurité, Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur. D'ailleurs, notez bien, il sera ce soir l'invité de Darius Rochebin à 21h et on imagine, on espère en tout cas qu'on aura des éléments supplémentaires que le ministre pourra en apporter. Donc ne ratez pas cette interview. On a vu Rachida Dati, la ministre de la Culture, qui était présente, Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, qui a pris la parole. Cette commission, cette convocation en tout cas à la commission culturelle du Sénat. 3 ministres sur le dossier déjà. Guillaume Roquette, Valérie Nataf, ça montre quoi ? Ça montre ce que disait tout à l'heure Guillaume, c'est-à-dire que l'immense émotion qui a saisi le pays, il fallait que les politiques s'en saisissent et c'est ce qui se passe. Et par ailleurs, la phrase très forte de Gérald Darmanin, nous avons failli, mérite effectivement commentaire de chacun des membres de l'exécutif qui ont affaire à cette affaire. Alors juste Guillaume, vous allez répondre. Je fais entrer avec nous en plateau Didier Rigner. Bonsoir, vous êtes historien et fondateur de la Tribune de l'Art, auteur, je le signale, de l'ouvrage Mauvais genre au musée aux éditions Belles Lettres. Bienvenue. Merci. Guillaume, juste il me semble qu'effectivement la réaction du garde des Sceaux est plus sincère et plus audible que celle de la ministre de la Culture, qui nous explique qu'en fait, il ne s'est rien passé de spécial. C'est quasiment ça. Je ne sais pas si vous avez vu le message qu'elle a envoyé sur X au musée du Louvre pour saluer l'engagement exemplaire des agents mobilisés suite au vol survenu, respect pour leur réactivité et leur professionnalisme. Avec le président de la République, nous leur transmettons nos remerciements les plus sincères. Il n'est pas question d'accabler les gardiens du Louvre qui ne sont pas là pour arrêter les cambrioleurs, mais c'est vrai que on aurait pu s'attendre à une réaction aussi qui au moins questionnait les responsabilités de la direction du musée. Didier Rigner, je vous voyais réagir à Guillaume Roquette ou à Rachida Dati? Non, à ce qu'il disait sur l'absence de réaction et de remise en cause. Et je peux vous dire qu'à 11h, il y avait une réunion au Louvre avec les agents qui demandaient à la présidente de s'exprimer. J'ai l'audio de cela, j'ai pu écouter le début. Je peux vous dire qu'il n'y a pas le début d'une remise en cause de la part de la présidente, qui dit d'ailleurs « Je serai toujours avec vous quand on vous mettra en cause ». Comme si c'était les gardiens qui étaient en cause et pas elle. C'est assez grave. Et on dit qu'il y a eu bon cas du personnel. Oui, elle s'est fait huer hier lors d'une assemblée des personnels. C'est la presse qui le rappelle. Là, je vais écouter ça et je ferai un article sur ça parce que elle commence en disant d'ailleurs la presse raconte n'importe quoi, les désinformations, ne vous laissez pas avoir. D'ailleurs, c'était pas de jour, c'était de nuit. C'était à 9h30, le jour se lève à 8h30. Donc elle raconte n'importe quoi. Elle n'était pas réveillée. Alors on verra justement ce qu'elle répond. Vous avez peut-être entendu qu'elle sera à la commission des affaires culturelles du Sénat. Elle sera entendue, ce sera mercredi. On le suivra bien évidemment sur LCI. Vous, Didier Rigner, aujourd'hui, cet après-midi, qu'est-ce que vous mettez en cause? Qu'est-ce que vous pointez du doigt précisément? Et là où vous dites, j'attends des réponses parce qu'il y a des choses qui ne vont absolument pas. J'attends des réponses. On attend surtout qu'il y ait des prises en compte des responsabilités. Ça, je trouve, c'est très important.
La Cour des comptes ce matin, un rapport, je savais qu'il y avait un rapport, je ne connaissais pas le tenant et les aboutissants, je ne savais pas qu'il y avait cet aspect sur la sécurité. Oui, Sylvia Nicon nous l'a décrit tout à l'heure. On découvre ça, mais on est effarés. Enfin, ça veut dire que... et il faut savoir que elle dit qu'elle prévoit ça pour 2029, 2030, nouvelle renaissance du Louvre. Sauf que mettre des caméras de surveillance, ça me paraît quand même le b.a.-ba. Et le Louvre a le budget pour cela. Il a non seulement 350, je sais plus, millions d'euros par an. 323 millions d'euros. De fonctionnement. Il a l'argent d'Abu Dhabi qui doit être d'ailleurs affecté en partie à ce grand projet. C'est le seul parti qui est financé. Et pour effectivement remettre à niveau le Louvre, mais elle pouvait commencer à le faire depuis 4 ans, au lieu de se construire sa salle à manger privée pour 500 000 euros, au lieu de refaire entièrement un département, le département des antiquités islamiques qui a été fait il y a 12 ans et qu'on refait entièrement. Tout ça, c'est de l'argent dépensé plutôt que de sécuriser le Louvre. Donc c'est un vrai problème. Donc il y a un problème de responsabilité. Manifestement, la ministre a dit qu'il n'y a pas de problème. La présidente ne... Mais il y a une responsabilité. C'est quoi? C'est l'État qui se rend pas compte de ce qu'il a fait, qui se défausse, où on va tourner et on le voit au procès de Laurence Descartes d'une certaine manière. En France, on doit être responsable un petit peu. La responsabilité, c'est bien Laurence Descartes, qui est un établissement public, qui a une certaine autonomie par rapport au ministère de la Culture. La ministre de la Culture est arrivée il y a 1 an et demi. C'est pas elle qui a nommé Rachida Dati. Elle n'a pas tous les pouvoirs sur le Louvre. Le Louvre est autonome et qui doit rendre des comptes, c'est la personne qui n'a pas fait son boulot. Alors justement, on attendra d'écouter bien évidemment sa version et de voir ce que va dire Laurence Descartes, puisqu'on a envie de l'entendre bien évidemment, on ne peut pas ne pas la laisser s'exprimer. Guillaume Roquette, un mot. Oui, je voulais dire 2 choses. D'abord, c'est confirmé cette dépense de quasiment 500 000 euros pour refaire une. Ah oui, ça, j'ai fait un article, c'est parfaitement confirmé, oui. Tout à fait. Là, ça c'est quand même intéressant parce que ça montre où sont les priorités. Et puis l'autre chose que je voulais dire, c'était la dimension symbolique du Louvre. Ouais. Le Louvre, c'est le lieu d'exercice du pouvoir par excellence et depuis toujours. C'est là qu'étaient les premiers rois de France, en tout cas quand ils se sont installés dans du dur entre guillemets à Paris. C'est le lieu, souvenez-vous, le soir de sa victoire en 2017, Emmanuel Macron déambule avec une certaine emphase pour montrer que le cœur du pouvoir est là. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que le roi est nu, que même cet endroit-là, symbolique entre tous, n'est pas convenablement protégé. Et on peut rajouter que le Louvre, c'était aussi le siège du ministère des Finances. Absolument. Pendant un long moment. Jusqu'au déménagement à Bercy. Voilà. Jusqu'au déménagement à Bercy. Renaud, oui, vous dites ? Oui, non, mais il y a un exemple. Franchement, si une partie d'un bâtiment du château de Versailles se serait effondrée, enfin, j'imagine que la direction du château de Versailles serait impliquée. Donc, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Pas de procès, on attendra mercredi. Mais on veut comprendre. Ah, bien sûr. Les Français veulent comprendre ce qui s'est passé. Et puis, deuxièmement, vous avez on n'aura pas forcément le temps, mais la gestion du patrimoine français, l'argent pour le patrimoine français. Un exemple, moi qui me tient énormément à cœur, le château de Chambord. Oui. Le château de Chambord, merveille mondiale. Eh bien, par manque d'argent, alors qu'on annonce ce matin, Rachida Dati a annoncé ce matin la création d'un 2e musée d'Orsay. Non mais attendez, un 2e musée d'Orsay, fabuleux. Mais plutôt que de créer un 2e musée d'Orsay, le château de Chambord, toute l'aile gauche est fermée depuis des mois parce qu'il n'y a pas d'argent public pour rénover l'aile gauche du château de Chambord. Le directeur du château de Chambord a lancé, il y a 1 mois et demi, une souscription auprès des Français. Il dit donner au moins 5 euros ou 10 euros pour faire rouvrir dans les prochains mois l'aile gauche du château de Chambord. Et pardon, mais on dépense 1,5 milliard pour que quelques bobos puissent se baigner dans la Seine. Je pense qu'il y a vraiment un sujet, et je dis ça, tant pis si ça passe pour de la démagogie. Mais non, c'est du bon sens, Guillaume. Il y a des questions de priorité. Qu'est-ce qui est important pour notre pays? Est-ce que c'est d'être populaire à court terme auprès d'une clientèle électorale, ou est-ce que c'est de défendre ce qui doit l'être? Je rebondis juste sur ce qu'a dit Renaud. En venant ici tout à l'heure en métro, il y a des affiches dans le métro où le château de Chambord fait la quête en disant s'il vous plaît, donnez-nous 10 euros pour qu'on puisse faire des travaux. Mais c'est inimaginable. C'est inimaginable. Et c'est pas les touristes. Pardon, bravo à Hidalgo, mais c'est pas les touristes étrangers qui se baignent dans la Seine. C'est bien pour les Parisiens, mais il nous reste le tourisme patrimonial. Mais c'est 7% du PIB français. Vous parliez tout à l'heure de Rachida Dati. Écoutez ce qu'elle disait ce matin.
Je vais demander au ministère de la Culture de faire en parallèle de l'enquête judiciaire que nous ayons une enquête administrative pour avoir un vrai déroulé, j'allais dire, à la minute, à la seconde près de ce qui s'est passé. Nous allons co-signer aujourd'hui un courrier avec le ministre de l'Intérieur pour demander à l'ensemble des préfets, mais aussi à l'ensemble des patrons de nos musées nationaux, de se mettre en relation, qu'il y ait des références sécurité dans le vrai sens du terme au sein de ces opérateurs, parce que souvent quand on parle sécurité pour les opérateurs culturels et notamment les musées, on pense plutôt sécurité du public ou des abords plutôt que sécurité des œuvres. Bon, Renaud, elle parle de la préservation du patrimoine plus globalement, 1200 musées en France. C'est bien de dire au préfet, allez regarder un petit peu ce qui se passe? Oui, c'est très bien si on ne rajoute pas une couche administrative. C'est votre crainte? On peut le craindre. Et puis, franchement, avec tout le respect, bien sûr, que j'ai pour Madame la ministre de la Culture, demander une enquête administrative. Non, mais très bien. Et puis, pourquoi pas créer une commission sur la sécurité des musées en France? Guillaume, ce qui est sorti de cette réunion à Beauvau, c'est quoi? C'est qu'il va falloir que tous les préfets se mettent en relation avec tous les établissements des musées dans chaque département pour voir s'il y a des failles. Parce que on parle aujourd'hui du Louvre, mais sur le mois passé, il y a eu le Muséum d'histoire naturelle à Paris qui a été cambriolé, le musée de Limoges avec de la porcelaine qui a été cambriolé pour quand même 6 500 000 euros de préjudice. Il y a eu le musée Jacques Chirac à Saran. Donc ça fait beaucoup de... avec des croix en or huguenotes qui vont être fondues. Vous voyez, j'en ai encore oublié un. Donc oui, il y a un problème avec les musées. Donc ce qu'elle demande, c'est du bon sens. Et finalement, préfet, rapprochez-vous des directeurs de musées pour voir ce qu'il faut faire pour améliorer la sécurité. Alors là, il nous reste justement quelques minutes sur cette sécurité. Les principaux points sur lesquels on attend des réponses. Est-ce que c'est l'alarme à l'intérieur qui a pas fonctionné? Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas de caméras? On l'a vu, un tiers seulement de caméras de surveillance dans les différentes galeries. Quel est, je dirais, le point le plus attendu, Guillaume? Ce qui est effarant dans cette histoire, c'est quand même qu'on peut rentrer par une fenêtre de l'extérieur du musée du Louvre sans déclencher une alarme. Voilà ce qui s'est passé. À 7h30, ils arrivent. À 9h30, ils arrivent. Ils montent leur camion. Ils montent au premier étage. Ils découpent la fenêtre sans que jamais une alarme soit déclenchée. L'alarme sera déclenchée plus tard, quand ils s'attaqueront finalement aux vitrines à l'intérieur. On est 24 heures après, et à chaque fois que vous racontez toujours ce film, on reste quand même sidéré, Didier Regner. Tout va bien. Mais effectivement, alors l'histoire de la fenêtre, alors j'ai le document qui montre qu'il y a un mois, il y a eu une alerte sur cette fenêtre qui ne fonctionnait pas. L'alarme se déclenchait sans arrêt. Ah oui, oui, bien sûr. Et alors, ils ont défait l'alarme. Ça, je peux j'ai les éléments probants. Ensuite, est-ce qu'ils l'ont remise? Mes sources au Louvre disent que non, mais j'ai pas la preuve formelle de ça. Il se trouve en revanche que la chronologie des événements dit bien qu'il y a à 9h37 alerte, oui, exactement. Une alarme, et à 9h38 ils sortent. Ça veut dire que quand ils sont entrés, il y avait pas. Donc il y avait certainement un problème sur cette. Et ça commence à 9h30 par un passant qui voit quand même les gens passer avec leur casque et qui appelle directement. Merci aux passants. Hein. Et ça pose. Merci aux citoyens qui a alerté. Cette fenêtre dont l'alarme avait été désactivée parce qu'elle se déclenchait trop souvent, ça pose la question, et j'imagine que les services de police vont vérifier, d'une complicité possible à l'intérieur du Louvre. Interne à ce qui s'est passé. Ça peut aussi être en réalité des problèmes techniques classiques. Le matériel est probablement obsolète. Il n'a pas été remis à niveau depuis des années. Enfin, voilà. On le sait, en fait, dans tous les bâtiments publics, on a des problèmes de budget, on a des problèmes de matériel, on a des problèmes humains. Et on arrive là aujourd'hui face à ce casse du siècle en se disant, ça peut arriver au Louvre, premier musée au monde. Oui, malheureusement, parce qu'on n'a pas encore tiré tous les enseignements. Mais alors, faut pas créer de deuxième musée d'Orsay. Valérie. Vous avez raison, casse du siècle, etc. Sans vouloir relativiser évidemment ce qui s'est passé hier, il y a une fréquentation des musées qui est exponentielle. Je parle sous votre contrôle, monsieur. Il y a de plus en plus de visiteurs, et donc on est sur une forme de crise de croissance de la sécurité de nos établissements culturels. C'est cela qu'il faut regarder maintenant en face et essayer de trouver des solutions. En quelques secondes. Oui, alors le Louvre a plus de visiteurs, c'est pas vrai partout, malheureusement il y a des musées où il n'y a pas beaucoup de monde, mais le Louvre avait plus de 10 millions de visiteurs avant le Covid, et maintenant on en est à 9, donc il a plutôt baissé.
Mais François Mitterrand, lorsqu'il avait fait ses travaux énormes et la pyramide du Louvre, on était, je crois, à 2,5 millions de visiteurs. Et le Louvre, effectivement, a été agrandi pour 4 millions. On est à près de 9 millions. Alors, effectivement, il y a une crise de croissance. Mais encore une fois, dans un grand parc d'attractions, dans des hippodromes hippiques, enfin, je ne sais pas, quand il y a x2 en termes de public, eh bien, on s'adapte. On s'adapte. Donc moi j'attends mercredi l'audition de la présidente du Louvre. Enfin franchement, par le Sénat. Surtout que le Louvre, il y a tous ces visiteurs, mais le Louvre est en grande partie vide parce que le Louvre, les visiteurs se concentrent dans un endroit et que le musée ne sait pas, alors qu'il pourrait le faire, gérer ces flux et expliquer. Enfin ça se gère. Il ferme des fois, il arrête les réservations. Et moi je peux rentrer parce que je suis ami du Louvre. Eh bien il y a des parties complètement vides alors que les gens ne peuvent plus rentrer dans le Louvre, ce qui est complètement ça fait partie de tous ces dysfonctionnements. Le mot de la fin, Guillaume. Oui, ce qu'on peut dire, c'est que, je crois que dans l'énorme projet dont on a parlé, d'investissement dans le Louvre, il y avait une éventuelle deuxième entrée pour pouvoir faciliter le trafic. Et puis ce qu'on peut espérer aussi, c'est que s'il y a beaucoup de monde qui vient visiter le Louvre, eh ben, il y aura peut-être un peu d'argent pour installer des caméras. C'est une bonne idée. Merci beaucoup à tous. Et puis sinon, on augmente le prix du ticket un petit peu. Bah voilà, la solution. Renaud. Bah non, mais je sais pas, c'est du bon sens, hein, franchement. Moi, si on vous écoute. Merci beaucoup d'avoir participé à ce grand dossier. Vous voyez, beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Puis ça tient à cœur, bien évidemment, ce musée du Louvre.